Si jamais vous vivez dans une cave, Daniel Ricciardo a malheureusement dit au revoir à la Formule 1 à Singapour puisqu'il se fera remplacer par Liam Lawson à partir d'Austin. Et donc aujourd'hui, la vraie question qu'on peut se poser, c'est quoi la suite pour Daniel Ricciardo? Alors évidemment, beaucoup l'auraient vu aller en NASCAR par exemple, il n'a jamais caché son intérêt pour cette discipline et ça lui correspondrait complètement entre le gros son des V8 et l'ambiance showman à l'américaine. Globalement, ça ferait sens. Mais il y a une autre course ou du moins une autre discipline dans laquelle il excellerait, je pense, tout aussi difficile que la Formule 1, je vous promets, mais qui est forcément un peu différente parce que là aussi il y a un gros son de V8, évidemment, puisque ça s'appelle tout simplement le V8 Supercar. Et je parle de leur épreuve phare, les 1000 km de Bathurst, et le plus cool c'est que tout ça, c'est chez lui, en Australie. Alors pourquoi Daniel Ricciardo devrait se pencher sur les 1000 km de Bathurst plus qu'autre chose? Laissez-moi vous convaincre parce que on connaît pas bien en fait cette catégorie en France, ou cette discipline. Vous êtes 61% à ne pas connaître, et 23% de nerds, évidemment, parce qu'il y en a toujours un petit peu. Généralement, quand un pilote de Formule 1 prend sa retraite, c'est soit parce qu'il l'a décidé, soit parce qu'on l'a poussé vers la sortie. Très souvent, on l'a plus poussé vers la sortie, même si ça paraît pas. On va dire que le timing pousse souvent les pilotes vers la sortie si tu préfères. Bref. Du coup, deux choix s'offrent à un pilote de Formule 1. Après, soit il continue de rouler, soit il raccroche le casque pour faire complètement autre chose. Et bon nombre de pilotes de F1 ont trouvé refuge finalement en Formule E ou en endurance ou ailleurs à des fins d'être encore un petit peu compétitif ou parfois en GT pour simplement se faire plaisir par exemple. Alors notre Daniel Ricciardo, bien qu'il soit rincé par et pour la Formule 1, il pourrait très bien continuer sa carrière de pilote ailleurs, être compétitif et se faire plaisir. C'est un profil qui est hyper intéressant, même si aujourd'hui on a des doutes sur son réel niveau actuel, qu'on aurait voulu revoir en Formule 1, mais qui malheureusement n'est jamais revenu. Alors Ricciardo est rapide, il a un vrai retour technique par son expérience, il a une finesse de pilotage qui est absolument folle quand on voit ses années Red Bull par exemple, et surtout c'est un freineur tardif. Un late breaker comme on dit. Dans des batailles, le Ricciardo, c'est un pur pilote. Alors je vais être honnête, il y a un truc que j'ai rarement vu depuis qu'il est allé chez McLaren et même peut-être chez Renault déjà, ça se sentait un peu, mais j'ai plus vu ce fun de piloter chez lui. Tout était devenu très sérieux, très scientifique, très méthodique, très loin du feeling et du fameux lick it and send it. Et les F1 de la réglementation 2022 n'ont peut-être pas aidé pour le coup, surtout en se tapant une McLaren en début 2022 qui était pas bonne du tout. Il n'a jamais vraiment su retrouver son niveau pour piloter une Formule 1. Daniel Ricciardo, c'est aussi un vrai atout marketing, par sa bonne humeur, son sourire, son humanité. Il véhicule de la joie quand on le voit passer dans un paddock. On sent une légèreté, une certaine candeur, j'ai envie de dire, ou naïveté absolue, qui est magique en fait, qu'on est trop nombreux à perdre en vieillissant, entre guillemets, malheureusement. J'aimerais bien retrouver justement cette petite candeur, cette magie qu'on a d'enfance, entre guillemets, qui nous porte. Alors je sais pas ce que Daniel Ricciardo fera après la F1, s'il deviendra commentateur ou fera complètement autre chose en dehors du sport auto, mais ce serait un gâchis de ne pas le voir rouler avec de la joie et de la hargne, qui est le caractérise tant. Et bien que Daniel Ricciardo soit très européen, puisqu'il a fait toute sa carrière ici en Europe, et qu'il a une très forte appétence aussi pour les États-Unis, il n'en reste pas moins un Australien, terre de sport d'ailleurs mécanique, un peu foufou, et qui correspond totalement à son tempérament. En général, un pilote européen va s'engager peut-être plus en WEC par exemple, une fois sa carrière en F1 terminée, histoire de continuer à tirer un petit peu et pouvoir notamment disputer l'une des courses les plus mythiques du monde, comme les 24 heures du Mans. Mais pour un Australien, il y a une épreuve mythique, aussi importante que Le Mans par exemple pour un Français, c'est les 1000 km de Bathurst. Bon alors, les 1000 km de Bathurst, vous connaissez et sans connaître, du moins, le circuit, c'est presque sûr que vous connaissez. Le circuit de Mount Panorama se situe à quelques kilomètres à peine donc de Bathurst, qui se situe dans la région des Nouvelles-Galles du Sud, en Australie. Globalement, c'est à 200 km de Sydney, et pour avoir une référence par rapport à la F1, Melbourne, c'est 800 bornes, à peu près. Comme si tu traversais la France, et Perth, pour Daniel Ricciardo, c'est complètement de l'autre côté de l'Australie. Je te fais pas le dessin, mais globalement, c'est long. Loin. Les 1000 km de Bathurst, c'est donc une course de 1000 km, merci beaucoup, soit 161 tours, ce qui fait un bon gros 6 heures à peu près, mais avec des voitures un peu particulières, puisque ce sont aujourd'hui
des sortes de GT sans l'aéro d'une GT3, mais avec la puissance d'une GT3 et il n'y a pas de BOP à proprement parler. La course se fait avec des voitures qui répondent à la réglementation du V8 Supercar. On va en reparler, vous inquiétez pas. On a donc des équipages de 2 pilotes, généralement le pilote titulaire qui fait le championnat de V8 Supercar et un autre pilote, un peu au choix, ça dépend, etc. Par exemple, en 2023, Kevin Estre a été sur cette course. La qualif, c'est un peu le même système que la F1 avec une séance à élimination et ça va vous plaire. D'ordinaire, en Europe, les courses de GT se font avec un départ lancé. Là, non, c'est départ arrêté. Hein. Donc, bon gros kiff quand même. On fait les changements de pilote, les pneus, l'essence aussi, évidemment, hein, c'est un peu à l'ancienne, mais ça se fait bien. On peut réparer la voiture et la faire repartir dans certaines limites, évidemment. Beaucoup de scotch qui est utilisé, un petit peu comme en NASCAR, bref, on adore. Pour le reste, ça fonctionne de manière très similaire au sport auto qu'on a en Europe, hein. Il y a des drapeaux jaunes, des safety cars, etc., etc. Bref, il y a ce qu'il faut pour pas être paumé. J'ai envie de vous dire, le sport auto, c'est un peu genre une LV3 pour nous. On ne sera pas paumé, peu importe le pays, on va comprendre ce qui se passe. Et pour couronner le tout, petite cerise sur le gâteau, on a un joli coucher de soleil en général sur la fin de l'épreuve. En plus de ça, ça se déroule fin octobre, donc on arrive dans les beaux jours en Australie. Bah oui, c'est pas tout à fait la même chose. Donc tip top. Et si jamais vous avez envie de regarder, eh bien ça se déroule ce week-end là qui arrive. Bref, le circuit est un peu comme celui de l'ancien Hockenheim dans l'idée. Vous allez me dire, non mais il est complètement beurré le gamin là, qu'est-ce qu'il lui prend? En fait, globalement, le circuit, c'est tu prends à gauche, tu vas faire un tour dans la colline, on sait pas trop si tu vas revenir, mais si tu reviens, eh bien ça veut dire que tu as fait un peu mumuse sur la colline à fond entre les murs, tu reprends un peu à gauche pour redescendre et puis tu tapes un petit 300 km/h pour finir. Alors ce circuit, vous l'avez probablement roulé sur iRacing, Gran Turismo, Assetto Corsa Competition ou encore en mode sur R Factor 2, etc. j'en passe. Donc vous pouvez vous y essayer et la plupart du temps vous avez probablement fait ça avec une GT puisque le circuit accueille aussi entre autres une endurance de 12 heures en GT3. Bon alors le premier virage à 90 degrés pourrait être un peu banal et pourtant il porte le nom de Hell Corner ou virage de l'enfer littéralement car ici soit tu es bon, soit tu ne l'es pas, et il y a 1 milliard de raisons pour que ça se passe pas bien en fait. C'est un peu l'idée du circuit globalement, vous allez voir, il y a beaucoup de raisons pour que ça foire. Alors un frein un peu tard et c'est le sable, voire le mur, hein. Un peu trop de puissance en sortie et c'est la toupie parce que le vibreur est un peu arrondi, etc. Et si t'es trop doux sur les freins ou trop doux sur l'axel, tu perds du temps en entrée et surtout en sortie parce que derrière tu as la longue ligne droite de la montagne, la Mountain Straight. Alors je vais pas faire tous les virages, mais le 2 peut te donner un petit peu de sous-virage, voire pas mal, bien plus violent que ce à quoi tu t'attends et t'as aucune marge d'erreur parce que t'es déjà entre les murs, donc déjà c'est un peu la merde. Le 3 et le 4 c'est un virage combiné avec un freinage en appui où les deux de front ça se touche facilement parce que c'est pas bien large et après tu continues la montée et là ce sont un peu des enchaînements de pif paf ou un peu comme au ski. Si tu inscris pas bien ta trajectoire dès le début, t'es un peu foutu pour tout le reste. Et c'est encore une fois assez dangereux parce que ça va vite et c'est entre les murs de béton, d'accord? Il y a du béton. Le virage 10, c'est le virage le plus rapide en haut de la colline. Pareil, une seule trage, tout simplement. Soit tu as bon, soit tu as tort et le circuit va te le faire savoir assez violemment, de manière assez abrupte, hein. Et puis à partir du virage 11, là tu commences la descente. Et alors là pareil, pif paf dans tous les sens, avec des airs de corkscrew comme à Laguna Seca. Une erreur et le circuit te fait savoir que c'est terminé. Hein. Vraiment, il te laisse zéro chance. Enfin, Conrod Straight, 300 km/h avec des V8 Supercar pour prendre un léger droite à fond pour prendre la chicane, pour ralentir cette descente de l'enfer complètement folle et finir le tour par le virage Murray's. Voilà, c'est l'enfer du circuit et ça c'est 161 tours, ce qui fait globalement 6 heures. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? J'ai peur! Mon cœur tremble! Alors globalement, tu peux faire les freins au 1, au 2, bonne chance quand même, hein. Le frein au 3-4, ça se fait, mais c'est risqué. Puis après, tu peux plonger entre le 17 et le 18 avant de redescendre et de faire le gros frein au virage 21. Tu peux doubler à beaucoup d'endroits. Je vous laisse imaginer quand même la dose de spectacle qu'il peut y avoir. D'ailleurs, c'est tellement fou que l'édition 2014 des 1000 km de Bathurst est probablement l'une des meilleures courses de toute l'histoire du sport automobile mondial. Je pèse vraiment mes mots. Même Hollywood aurait pas pu réussir à pondre une histoire aussi folle, ça vaut sa vidéo à part pour le coup. Vraiment, c'est mieux que certains Grands Prix de Formule 1 et c'est une course de folie. Bathurst 2014, vous regardez sur YouTube, let's go. Pour vous la faire courte quand même, histoire de pas vous laisser comme ça, les deux voitures qui se sont alignées en dernière ligne
ont joué la win dans le dernier tour après une course où l'une d'elles avait tapé 2 fois le mur, notamment, par exemple. Et c'est l'un des nombreux rebondissements qu'on a eu sur cette édition 2014. Et les enjeux étaient aussi très émotionnels dans plein de sens parce que les équipages se partageaient entre l'expérience, la jeunesse rapide, les anciens héros, les nouveaux jeunes loups, etc. Bref, incroyable. Je vous le dis, cette édition 2014, elle est sur YouTube, elle est gratuite, elle est en intégralité, même en pigeant rien au V8 Supercar. Il se passe un vrai truc, tu vois. La course de Bathurst, c'est vraiment quelque chose à part. C'est un peu comme l'Indy 500, les 24 heures du Mans. Bref, ça vaut le coup de regarder. Mais attendez, je sais, on n'a pas encore parlé de la voiture. Et en plus, je vous ai dit que la voiture en V8 Supercar, c'est tout aussi difficile à piloter que la Formule 1. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que là aussi, c'est violent. Bon alors les voitures, il n'y en a pas 50, vous avez globalement 2 modèles, la Chevrolet Camaro et la Ford Mustang. Plus précisément la Mustang GT et la ZL1. C'est les grosses finitions du modèle quoi, si vous préférez. Alors en 2026, on verra un nouveau constructeur en la personne de Toyota qui viendra avec une Supra et oui, comme ses copines, elle va avoir un bon gros V8. Alors oui, je sais, normalement, on n'a pas de V8 dans la Supra, mais là pour le coup, il y aura un V8. Parce que vous avez remarqué, dans V8 Supercar, il y a V8. Et au lieu de faire un V8 pareil pour tout le monde, on a gardé le V8 de la Ford et le V8 de la Chevrolet, qui sont pas pareils pour le coup. Alors la Mustang, elle a un V8 5 litres 4 de cylindrée, tandis que la Camaro a un V8 5 litres 7. On part sur un quadruple arbre à cam sur la Mustang, tandis qu'on a un seul arbre à cam sur la Camaro. Entre autres, il y a d'autres petites différences évidemment, mais bon, je vais pas rentrer dedans, c'est un peu relou, etc. Les 2 blocs moteurs fournissent 600 chevaux, d'accord ? 600 chevaux, mais ils vont pas les produire forcément de la même manière. Et on parle des moteurs que vous retrouvez d'ailleurs dans les voitures que vous achetez en concession. On les prépare un minimum pour la course, mais globalement, on se fait pas trop chier sur tout modifier. En fait, le championnat a voulu aller sur une réglementation qui est road relevant, comme on dit en anglais, qu'on pourrait traduire plus par proche de la route en ce qui concerne les voitures qui courent dans ce championnat, mais aussi sur une réglementation qui permet de faire beaucoup de spectacles. Donc l'orga a décidé de dire ok, gardez vos moteurs comme vous les produisez sur vos voitures de route là, mais ces moteurs-là, vous nous envoyez tous les moteurs qui vont être dans les voitures de tout le monde, on les passe tous au banc un par un pour régler nous-mêmes correctement chaque moteur pour que ce soit vraiment nickel. De cette manière, en fait, on a une vraie équité avec une différence de motorisation et ça, c'est plutôt cool. Et donc du coup, ils ont aussi fait la même chose avec les carrosseries. Alors je m'explique. La Camaro et la Mustang, c'est des voitures différentes, là-dessus on est d'accord. Et en fait, l'une peut peut-être avoir un bénéfice en appui aéro, l'autre peut être entraînée, etc. et vice-versa, tu vois, parce que c'est des lignes différentes. Et donc on s'est pas pris la tête, en fait, on a passé les voitures en soufflerie et on a ajusté là où il fallait, tout en conservant la gueule des voitures pour qu'on ait la même traînée, le même appui sur les 2 modèles. Comme ça, on était tranquille. Et les voitures de la catégorie partagent beaucoup de pièces pour limiter les coûts pour les équipes. Parmi ces pièces, on a le châssis, qui n'est pas du tout une monocoque en fibre de carbone, mais une monocoque avec des renforcements tubulaires, si on peut dire ça comme ça. La transmission et la boîte de vitesse, c'est les mêmes pour absolument tout le monde. Donc, la Mustang et la Camaro ont le même châssis. Et justement, tout le monde a aussi les mêmes pneus. Les pneus, justement, c'est pas les énormes machins de la Formule 1. Là, on a des pneus de 300 mm contre 405 mm pour la Formule 1, par exemple. Donc pour passer toute la puissance au sol, va falloir y aller mollo parce qu'il n'y a pas de traction control. Alors évidemment, il n'y a pas d'ABS non plus, ce qui est un peu bizarre parce que généralement dans les GT en Europe, on a quand même l'ABS. Et puis vous avez vu la tronche des voitures, on a très peu d'aéro par rapport à une GT3 par exemple. Et encore, je vous ai pas parlé de l'histoire de la discipline qui est relativement incroyable, ni des anciennes générations de voitures, dont la Falcon, qui doit aussi vous dire quelque chose tellement elle est un peu particulière si vous avez joué à Gran Turismo 3 ou 4, je crois. Mais comme je vous l'ai dit, ça vaut sa vidéo à part entière. Bref, pour résumer la voiture, on a des gros V8 qui hurlent à 7500 tours, 600 chevaux que tu as du mal à passer sur des pneus de 300 mm, sans aéro, aucune aide au pilotage, autant te dire que pour rouler, faut du talent. Et c'est là que je me dis qu'un Daniel Ricciardo, ça lui ferait du bien parce que il faut une finesse sur les freins puisque les voitures vont vite en ligne droite et qu'elles pèsent quand même leur poids. 1300 kg ou un truc comme ça, faut savoir freiner parfaitement et un dive bomber comme Daniel Ricciardo, ce serait fou à voir. D'ailleurs, vous avez vu passer parfois des caméras embarquées sur les pieds des pilotes, tapoter le frein avec le pied gauche en pleine accélération pour justement rapprocher les plaquettes en vue du freinage
pour qu'on rapproche les plaquettes sur les disques et que au moment de mettre le gros frein, eh bien, on ait le bon mordant pour tabasser la pédale comme il faut. Et vous avez vu aussi les pilotes faire du talon pointe pour rétrograder avec une boîte séquentielle. Bref, du pilotage vraiment pur comme on peut l'aimer. Et puis sur l'axel, il faut aussi doser quand même parce que, encore une fois, on a 600 chevaux sur 300 mm sur les pneus arrière. Ça peut patiner jusqu'en 3e parfois, donc faut être fin là-dessus. Et un Daniel Ricciardo, il a cette capacité pour le coup, puisque il a été pilote de F1 avec 1000 chevaux et tout, donc normalement on est bon. Et puis il y a du portière contre portière, c'est serré, je peux pas m'empêcher de me dire que Daniel Ricciardo il serait potentiellement méga heureux. Donc oui, j'aimerais beaucoup voir Daniel Ricciardo faire du V8 Supercar, le voir retrouver son sourire pour vous comme pour moi. Ça vaut aussi le coup de s'intéresser d'ailleurs un peu à cette discipline qui fait du bien, c'est décomplexé, on se prend pas la tête, c'est cool, ça roule. Ça fait du bien, franchement. À regarder. C'est ce week-end. J'aimerais bien voir Daniel Ricciardo quand même.